Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors, qui a dit que la campagne des régionales n'était pas passionnante? En tous les cas, grâce à nos politiques bretons, cette période électorale est loin d'être monotone. C'est ce que nous explique Julie Sicot dans un instant. Bonjour Julie. Bonjour Pauline. Et ce n'est pas Benjamin Bréon qui la contredira. Bonjour Benjamin. Bonjour Pauline. Alors vous qui gardez toujours un œil sur le web, vous nous direz toutes des tweets épicés qui s'échangent actuellement autour du hashtag régional 2015 en Bretagne. Et puis Frédéric Lorenzo, bonjour. Bonjour. Alors ce jeudi matin, vous étiez à un séminaire sur le tourisme en Finistère qui se tenait à Plougastel et l'enjeu était de mieux appréhender les déplacements des touristes dans le département. Vous nous en dites plus tout à l'heure. Et puis vous allez découvrir le Finistère sous un nouvel angle grâce à notre invité Yves-Marie Tanguy. Bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez au CHOM, c'est le service hydrographique et océanique de la marine à Brest et vous proposez désormais une carte de la côte finistérienne tout en 3D. Dans un instant, nous verrons à quoi et à qui cela va servir. Vous retrouverez également la brève de Sébastien Chambre en fin d'émission. Mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actu de ce jeudi 12 novembre. Partis à vélo de Concarneau ce mercredi matin, les parents d'élèves de l'école du Rouze étaient devant le rectorat de Rennes ce jeudi. Toujours en colère contre le refus de l'inspection académique d'ouvrir une classe supplémentaire dans leur établissement, ils espéraient bien se faire entendre du recteur. Mais après une longue entrevue, ce dernier a annoncé qu'il n'y aurait pas de création d'une 10e classe à l'école du Rouze. Déçus, les parents sont repartis vers Concarneau où ils comptent bien poursuivre leur combat. Et on reste dans le domaine de l'enseignement avec toujours plus d'étudiants chaque année dans les facs, mais des budgets universitaires qui n'augmentent pas. C'est ce que dénonçaient ce jeudi les étudiants brestois lors d'une manifestation où ils étaient plus de 300 devant les bâtiments de l'UBO. On écoute Vincent Simon, le président de la FEDEB. Donc on constate forcément des dégradations dans nos conditions d'études, pas suffisamment de profs pour enseigner, des amphis surchargés. Et puis c'est aussi tout le budget de la vie étudiante qui est mis à mal, puisqu'on enlève cette année 52 millions d'euros au CROUS, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, donc ce qui gère les cités universitaires, les restaurants universitaires et puis aussi la distribution des bourses. Donc ces établissements ne pourront plus investir pour rénover par exemple des cités universitaires. Donc pareil, c'est les conditions de vie des étudiants qui se dégradent, des grandes files d'attente dans les restaurants universitaires, des dossiers de bourse qui sont traités des mois après, donc précarisant toujours plus les étudiants. Julie Sicot, ça y est, la campagne des élections régionales est lancée et on est loin de s'ennuyer. Oui, effectivement, vous l'avez dit, les élections régionales sont lancées. Les 11 listes bretonnes ont été validées en début de semaine et déjà les premières tensions apparaissent. La politique ne serait pas ce qu'elle est sans son lot d'histoire humaine. Alors au Front National, tout d'abord, avec le candidat Gilles Pénel, certains militants finistériens notamment s'interrogent sur le financement de la campagne du candidat frontiste brétilien tête de liste de ces élections. Selon Maximilien Menant-Chambon, adhérent FN finistérien depuis plusieurs mois, l'ambiance serait particulièrement tendue. Des militants auraient dû quitter le parti. Alors, dans le Nord, Xavier Bertrand aurait demandé 7 000 € à ses colistiers pour figurer sur ces listes. Eh bien, il se murmure qu'en Bretagne, Gilles Pénel aurait demandé près de 10 000 € pour figurer sur ces listes. Une méthode qui, selon certains militants, aurait écarté de facto des militants dont certains avaient déjà participé à des campagnes, notamment lors des départementales. Maximilien Menant-Chambon a souhaité en savoir plus avec d'autres militants sur cette pratique auprès de Gilles Pénel. Je vous propose de l'écouter. On lui pose à cette première réunion qui a lieu dans le Finistère 2 questions qui sont pourtant très simples et pour l'instant qui restent sans réponse. La première, c'est est-ce que ces prêts sont obligatoires pour figurer sur la liste en position éligible? La deuxième question, c'est quel est le montant qui va être demandé? Est-ce que c'est des prêts conséquents? Est-ce que ça peut toucher toute catégorie socio-professionnelle ou pas? Et vu les montants qui ont été annoncés en réunion interne officieusement, ce n'était pas la peine de lancer sa campagne de régionale en grande pompe devant les ouvriers de GAD, puisque que ce soit un ouvrier, un agriculteur ou encore les chômeurs, les retraités modestes que Gilles Pénel défend souvent dans ses discours, on n'aurait pas les moyens de financer ces prêts. Dans le Nord, lorsque Xavier Bertrand a dit qu'il réclamait 7 000 € à ses colistiers pour être en position éligible, de voir à quel point il y a eu un déchaînement de tous les partis, Front National mais aussi d'autres, à l'encontre de cette pratique. J'aimerais bien savoir donc que Gilles Pénel réponde aux questions qu'on lui pose depuis juin, à savoir est-ce que c'est obligatoire et quels sont les montants? Alors Julie, que répond Gilles Pénel à cette méthode? Eh bien, on lui a évidemment posé la question et je vous propose de l'écouter.
Alors les apports personnels sont variables selon les colistiers. Alors ce sont les colistiers qui me font des prêts ou même des gens qui ne sont pas sur la liste, qui acceptent de faire des prêts avec taux d'intérêt au nom de la loi et qui seront totalement remboursés. Et si les colistiers refusent, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on n'a pas tous les moyens de pouvoir mettre de l'argent sur une table pour être je peux vous affirmer une chose, que dans les colistiers, il y en a qui ne m'ont pas prêté d'argent. Alors, quelle ambiance, Julie? Cela crée-t-il au sein du Front National? C'est mauvaise. Pauline, selon nos informations, une militante FN du Morbihan aurait été agressée par le numéro 2 de la section morbihanaise. Elle aurait écopé de 50 jours d'arrêt de travail. Une vidéo que nous avons visionnée montre le secrétaire départemental finistérien, Patrick Le Fur, avec le service de sécurité du parti, en train de chasser des militants d'une réunion interne. Il déclare même dans cette vidéo « Je vais m'acharner à broyer cette machination » devant Gilles Pénel, le candidat tête de liste du Front National, qui ne réagit pas. Des courriers circulent au sein des fédérations bretonnes, à l'intérieur desquels on parle de manœuvres déstabilisatrices. Des militants ont été exclus, sont qualifiés d'indésirables. Alors Maximilien Ménan-Chambon nous en dit plus sur cette ambiance. Ce qui m'inquiète, c'est que pour préparer 2017, il nous faut des équipes constituées d'un débat apaisé. Et là, je vois que pour une simple question sur le financement, on arrive à diviser des éléments importants. Comme je vous le répète, j'ai été choisi par Florent Philippot, directeur de la communication, pour parler au nom du parti lors d'une conférence de presse à Paris. Et du jour au lendemain, parce que je pose une question, il n'y a plus personne, finalement le Front National, localement en tout cas, est en train de se tirer une balle dans le pied. Et alors sur le web, Benjamin Bréon, le FN est également présent. Oui, bien sûr, mais sans creuser trop, je m'amuse de ces histoires d'insécurité au sein même du parti, alors que c'est le candidat costarmoricain Gérard de Melon qui avait fait un tweet magnifique la semaine dernière qui liait l'arrivée prochaine de migrants à des cambriolages qui avaient déjà eu lieu, ce qui était déjà un bel exploit. Pas très chic. Ils ont un service de sécurité peut-être pour éviter ces cambriolages, ils vont l'utiliser, c'est le service de sécurité du parti. D'ailleurs, pour revoir l'intégralité de l'interview de Gilles Pénel dans l'émission de Julie Sicot, tant pis si ça pince, c'est ce vendredi à 18h30. On ne parlera pas que de ces questions internes, évidemment, on reviendra sur le programme de Gilles Pénel aussi. Mais Julie, il n'y a pas que le FN qui fait parler de lui, ce serait trop facile, trop monotone. Oui, effectivement. On peut dire que le lancement officiel de la liste Les Républicains de Marc Le Fur a été perturbé. Jean-Christophe Lagarde, responsable national de l'UDI, a indiqué qu'il retirait l'investiture de l'UDI en Bretagne. Alors on savait que lors des tractations politiques avant l'annonce des listes, certains élus du centre avaient manifesté contre les méthodes de Marc Le Fur pour créer cette liste d'union, notamment Jean-Yves de Chaise-Martin, le maire UDI de Paimpol. Et bien maintenant que les listes sont faites, c'est le bureau national qui s'insurge. Alors un peu tard, peut-être. Il faut que les Républicains nous respectent, a indiqué le président du parti. Il semblerait que lors des tractations, les responsables UDI bretons aient demandé une représentativité de 40% des centristes sur les listes. Eh bien, au final, en Bretagne, le centre ne représente qu'un quart des listes. Au niveau départemental, il n'y a que 4 centristes sur 23 candidats. C'est bien peu par rapport à ce qui était demandé. Alors, je vous propose d'écouter Michel Canévet, le sénateur UDI, sur cette décision. Pour ce qui concerne les élus bretons, nous nous sommes concertés entre les parlementaires, bien entendu, et nous considérons pour notre part que la liste étant faite maintenant avec des candidats UDI, il convient de ne pas s'apitoyer sur la situation, mais au contraire de s'engager résolument dans la campagne, même si notre représentativité ne nous semble pas suffisante, ça ne fait rien. Nous considérons que aujourd'hui c'est l'élection qu'il faut aborder et nous avons une attitude pragmatique, c'est-à-dire que nous disons oui, il faut soutenir la liste conduite par Marc Le Fur parce que c'est celle qui présente le programme et les candidats susceptibles de donner les meilleures chances à la Bretagne pour les 6 années à venir. Alors Benjamin, notre expert des réseaux sociaux, là aussi, cette décision fait couler de l'encre numérique. Oui, en fait, l'UDI national donc a publié un tweet assez violent expliquant qu'il fallait désormais que Marc Le Fur retire le sigle UDI de tous ces tracts. Il s'est attiré une réponse assez cinglante de Maël de Calan, qui est le porte-parole de Marc Le Fur pour le Finistère, expliquant que les oukases de quelques apparatchiks parisiens inconnus n'y changeront rien. On voit que l'ambiance, si effectivement Michel Canévet parle de pragmatisme, pour le reste ça s'arrange pas tellement. Bon, et dans le reste du hashtag régional 2015, qu'est-ce qu'on peut voir, Benjamin? Eh bien, on peut voir pas mal de trucs parce que, comme vous l'imaginez, aucun candidat n'envisage sérieusement de se lancer en campagne sans passer par le web en général et les réseaux.
En particulier, d'abord parce que c'est facile et pas cher. Ensuite, ça permet de toucher d'autres électeurs que ceux qui se rendent à des réunions interminables pour écouter religieusement tel ou tel candidat entre gens déjà convaincus. Et puis c'est un moyen aussi de court-circuiter les vilains médias, bien sûr. Alors court-circuiter, pas tout à fait. La preuve, c'est que je vous en parle ici et que bientôt je vous en parlerai également dans le Télégramme. Pour autant, comme m'expliquait tout à l'heure, j'ai eu Stéphane de Salier, qui est directeur de la campagne de Marc Le Fur, au téléphone, expliquer que les réseaux n'ont plus vocation à renvoyer vers le site. Les réseaux doivent être complets par eux-mêmes. Donc effectivement, il y en a partout. Et même si la campagne n'en est qu'à ses débuts, on voit, par exemple, à l'occurrence du mot-clé régional 2015 sur Twitter, que l'intérêt augmente. Et il y a donc eu déjà quelques petites perles. On a parlé donc de cette perle Front National, de cet échange un peu acide entre l'UDI et Maël de Calan. Il y en a eu d'autres. Dans un autre registre, par exemple, ce tweet du leader de la liste indépendantiste et anticapitaliste Bretagne en lutte, Gaël Roblin, il répondait au mouvement La Manif pour tous, qui cherche à s'inviter dans la campagne via un meeting appelé Question pour un président de région qui s'organise d'ici une dizaine de jours à Rennes. Alors selon toute vraisemblance, la liste Manif pour tous n'attendait pas vraiment la participation d'un affreux gauchiste comme Gaël Roblin, mais lui, comme il est très bien élevé, il leur a adressé un mot d'excuse. Merci, mais je peux pas venir. J'ai une réunion pour préparer un mariage gay avec des potes trans. Je pense que ça a été assez bien perçu. Bon, il y en aurait d'autres. Si on élargit au Pays de Loire, on pourrait citer les échanges de mots doux entre PS et écologistes à propos de Notre-Dame-des-Landes, ou cette attaque frontale de Bruno Retailleau, la tête de liste à droite, qui avait dû abuser du pétard ce jour-là, qui a accusé les écologistes de n'avoir jamais rien fait pousser à part du cannabis sur leur balcon. Bonne ambiance également. Bon, tout ça, c'est qu'un début. C'est qu'un début parce que les débats vont se tendre, bien sûr, qu'à l'approche du scrutin, les professionnels de la politique vont être secondés. Se tendre et prendre un peu de profondeur, peut-être. Oui, c'est ça, on cherche toujours les programmes à travers ces tweets. La profondeur sur Twitter n'est pas la caractéristique principale, mais en revanche, des militants moins aguerris vont arriver sur le marché. Ils sont donc davantage susceptibles de s'expliquer sans phare. Je vais donc continuer à suivre ça pour vous et puis sur le fil de la campagne que j'ai lancé sur le telegram.fr. On essaye d'y mélanger infos de fond, débats, réseaux sociaux et mauvais esprit. Décidément, je vous en reparle dès la semaine prochaine. Merci beaucoup, Benjamin. Et Frédéric, pendant ce temps, vous vous êtes intéressé au tourisme et aujourd'hui, et oui, la pointe bretonne n'est pas toujours facile à atteindre pour nos visiteurs. Oui, je me suis renseigné parce que la prochaine fois, je prends mes vacances en Finistère. Oui, voilà. Très bonne idée. Comme 400 000 Français chaque année dans le pic de fréquentation pour un département qui compte 900 000 habitants. C'est pas mal. On voit qu'un habitant sur 3 au mois d'août est un touriste. On regarde votre reportage. Comme ces jeunes festivaliers à Carhaix, le Finistère est une destination estivale qui place le département en première place des départements touristiques bretons. Mais l'offre de transport présente des lacunes. Le département organisait donc ce jeudi un colloque sur la question à Plougastel-Daoulas. Transport, mobilité, économie numérique, tout ça se croise évidemment. Donc il nous fallait prendre en compte tout cela, apporter des clés de compréhension et faire venir les acteurs des mobilités, des transports, donc la SNCF est là présente. Initiative Roscovite présentée par le maire lui-même, la navette Roscobus à Roscoff. Un bus gratuit de 33 places pour débarrasser le centre-ville de la voiture. Depuis 2012, le nombre de passagers a été multiplié par 4 et la population locale en profite. On se dit on a des parkings de dissuasion à l'extérieur de Roscoff. Les gens peuvent laisser leur voiture sur ces parkings de dissuasion, prendre la navette qui est gratuite, arriver au centre-ville gratuitement. S'ils ne prennent pas les parkings de dissuasion à l'extérieur, ils peuvent venir au centre-ville, mais là ils vont payer les eurodateurs et le coût des eurodateurs nous permet de financer la navette gratuite. Et donc aujourd'hui les Roscovites ont bien compris que la navette est faite pour les vacanciers, pour les touristes, mais aussi pour eux. En fait elle est faite pour tout le monde. Même si 90% des touristes utilisent leur voiture pour venir dans le Finistère, le train reste un mode de transport privilégié, notamment avec l'arrivée de la ligne à grande vitesse. La construction de la ligne à grande vitesse jusqu'à Rennes, qui va faire gagner jusqu'à 50 minutes de temps de parcours en moyenne sur Brest et Quimper, Paris-Brest, Paris-Quimper. Et donc l'enjeu particulier en Bretagne et dans le Finistère, c'est comment on arrive à développer le court séjour. Donc on a une entreprise qui s'appelle Wicar et qui propose comme ça des locations que vous pouvez trouver à Quimperlé, à Rospordin, dans d'autres gares, ce qui permet
une meilleure desserte des territoires. La SNCF complète son offre avec l'arrivée des Ouibus la semaine prochaine. Ces cars desserviront Brest, Rennes et Paris. Les flux touristiques sont vitaux pour la région. À la Pointe-Bretagne, le tourisme représente 10 à 15% des emplois. Alors Frédéric, on l'a vu, la SNCF veut développer des courts séjours, mais quelles sont les autres priorités du Finistère en matière de transport touristique? Pauline, le principal défi, c'est la simplification. C'est d'ailleurs un sport national en France, parce que dans le transport en région, en Bretagne, ce sont plusieurs acteurs. Il y a d'abord le conseil régional qui s'occupe des TER, les trains express régionaux. C'est le conseil départemental pour les cars à l'intérieur du département, et puis les routes aussi. Mais les routes dépendent aussi de l'État. Alors, quand vous prenez le TER puis le car, vous devez changer de ticket. L'un des projets, ce serait une même billetterie et une même tarification. Le président de Tourisme en Finistère citait l'exemple de la Cornouaille anglaise, où il s'est rendu. Ça existe déjà. Alors, Michael Carnès, on parlait d'économie numérique. C'est quoi? C'est officiel, 40% des Bretons ont un smartphone, Benjamin. Ça veut dire qu'en chemin ou même avant votre départ, vous avez déjà créé votre itinéraire sur Internet. Aujourd'hui, les acteurs du tourisme et du transport doivent donc développer des outils pour renseigner au mieux les visiteurs et simplifier au maximum leurs déplacements, notamment coordonner les horaires entre trains et bus. Et comme l'a indiqué Nadège Bouvet de la SNCF, développer de nouvelles offres comme le covoiturage ou la location entre particuliers. Et on sait que sur ces créneaux-là, Internet fonctionne à plein pour réserver et rentrer en contact. Alors, il va y avoir du changement dans les transports, notamment avec la fusion département-département. Le 1er janvier 2017, le département laissera la place à la région. C'est la réforme territoriale et donc la compétence transport. Les communautés de communes sont donc sollicitées aussi pour proposer une offre de transport. En effet, s'il y a 46 lignes de cars sur le département du Finistère, bien souvent, il y a ce qu'on appelle les ruptures de charge. Alors en clair, le bus ou le train vous laisse vous faire vous-même les derniers kilomètres. Et donc, les navettes organisées par les communes ou les intercos seraient les bienvenues pour amener les visiteurs à bon port dans les beaux hôtels de la région brestoise notamment. Reste le coût pour les collectivités qui doivent toujours faire plus avec moins. Merci beaucoup, Frédéric. 1273 km, c'est la longueur de la côte littorale du Finistère. Et désormais, il est possible de la découvrir en 3D, et cela grâce à notre invité. Yves-Marie Tanguy, vous travaillez donc au CHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine. Le CHOM s'occupe par exemple de réaliser les cartes marines dont se servent les marins. Cette année, vous avez développé une des cartes de la côte du Finistère en 3D. Pourquoi? D'où est né ce projet? Alors il est né en fait de la volonté du conseil départemental du Finistère qui a été maître d'ouvrage sur une opération en 2012-2013 pour acquérir par lidar bathymétrique aéroporté avec donc l'assistante technique du CHOM. Finalement, hydrométrique aéroporté. Je vais vous expliquer. Vous êtes suivi, mais... On va en fait acquérir un ensemble de mesures sur tout le littoral et on va en faire finalement un socle de données géographiques de référence. Alors comment sont récoltées ces données? Voilà, l'acquisition. En fait, si on emploie un petit peu le terme consacré, lidar, c'est plus simplement laser. On va envoyer un signal lumineux de couleur verte pour qu'il pénètre dans l'eau. Alors, c'est pas la guerre des étoiles, mais il se trouve qu'il y a des lasers rouges, il y a des lasers verts. Voilà, les lasers rouges, on va dire que c'est plutôt à terre pour la topographie. Et puis les lasers verts, on va vraiment se servir de cette propriété pour aller chercher à mesurer la profondeur dans les océans, dans les mers, voire dans la rade de Brest. Alors, à l'extérieur de la rade, on a atteint les 20 mètres de profondeur. On a même atteint pratiquement 40 mètres sur l'île de Sein. Après, en rade de Brest, il se trouve que la limpidité de l'eau est un petit peu moindre. Là, on a atteint simplement 10 mètres de profondeur. Alors, qu'est-ce que ça a révélé ? Alors beaucoup de choses, puisque finalement on a du coup une vision complète de notre littoral et surtout une continuité terre-mer. Donc en termes d'anecdotes, ce qui était un petit peu inattendu, ça a été par exemple des pièges à poissons du Paléolithique sur l'archipel de Molène. Que personne n'avait jamais vu. On s'en doutait, on sait que c'était des archipels qui étaient peuplés, mais là ça a permis de les mettre à jour et de compléter du coup les mesures. Également sur l'archipel des Glénans, on avait toute une zone de merle, donc
des déchets biologiques en décomposition qui peuvent être exploités. Là, avec l'ITO 3D, on est capable d'en faire un cubage, voir ce qui a réellement été exploité sur les années passées. 10-20-40 mètres, pardon, 10-20-40 mètres, c'est... Par rapport à la profondeur des mers, on est sur Alors, on est vraiment, c'est les zones qu'on appelle très côtières. Il faut bien voir que dans ce programme LITO 3D, habituellement à terre, on a donc une production de données qui est faite par l'IGN, les fameux lasers rouges. Côté mer, on a plutôt les bâtiments de la marine, les navires qui travaillent avec des sondeurs acoustiques. Et souvent, c'est justement plutôt à partir de 40 mètres pour des questions de sécurité de navigation. Donc finalement, là, avec ce fameux laser vert, on vient vraiment combler le trou qu'on a sur notre littoral. Qui ça peut intéresser, excuse-moi, qui ça peut intéresser comme entreprise, par exemple ? Alors, tous les bureaux d'études, on a par exemple au niveau du Finistère tout un développement de l'économie bleue. Donc, vous avez dû en parler, mais on a des éoliennes, des hydroliennes qui pourraient être prochainement installées. Par exemple, sur l'île d'Ouessant, l'atterrage, le passage de câbles en fait pour faire revenir l'électricité, des bureaux d'études ont utilisé les données LITO 3D. Ça, c'est voilà au niveau privé, au niveau des institutionnels, pour tout ce qui est par exemple des directions départementales des travaux maritimes, pour leurs ouvrages de protection portuaire. Ils utilisent également les données LITO 3D. Pareil dans le cadre d'un plan anti-pollution maritime, le plan Polmar, pour savoir où placer de manière effective les bouées, LITO 3D peut être utilisé. Est-ce qu'il peut y avoir des applications développées pour les pêcheurs à pied, les plaisanciers? Alors voilà, les particuliers. Parce que tout le monde a accès. Je crois qu'il faut le dire, c'est des informations. Extrêmement tout le monde y a accès gratuitement. Voilà, c'est vraiment l'un des buts de l'ITO 3D, c'est que ce soit diffusé le plus largement possible. Vous parliez tout à l'heure en fait d'économie numérique. On est en plein dedans avec le conseil départemental du Finistère. On diffuse sous licence Open Data. Et donc effectivement, pour le particulier, s'il veut avoir une meilleure vision de son coin de pêche à pied, c'est ce qu'il voulait savoir. Il peut effectivement le télécharger et puis s'il acquiert au fur et à mesure des petites compétences en système d'information géographique, il peut même regarder ça en 3D et faire ses propres... Et pour les surfeurs comme Benjamin Bréon aussi, ça fonctionne. Décidément, ouais. Et pour la pêche tout court, parce que pour repérer les coins à barre... Alors on parlait... sans vouloir en balancer, bien sûr. Mais, on parlait par exemple de l'île de Sein. C'est un coin fameux donc pour le bar. Très clairement, cette vision complète sur le raz de Sein, on l'aurait jamais eu sans l'ITO 3D. Et c'est remis à jour? Alors pour l'instant au Finistère, non. Dans d'autres régions, par exemple comme le Languedoc-Roussillon dans le sud de la France, il y a effectivement déjà eu des réactualisations parce que eux ils sont sur un littoral sableux très évolutif. Donc il est possible effectivement que dans les années à venir, avec le Finistère, effectivement on reparte sur une réactualisation. L'objectif c'est d'étendre la mesure aussi à la région, c'est ça? Alors le reste de la Bretagne, effectivement, ce serait souhaitable. On est en pourparlers avec eux, effectivement, pour démarrer et étendre ce projet LITO 3D sur toute la Bretagne et également sur tout le nord de la France, les régions Normandie, Picardie, Nord-Pas-de-Calais. Bon, même s'il y aura des fusions politiques, sont également sur les rangs pour acquérir leur propre référentiel LITO 3D. Donc on aura l'occasion d'en reparler avec vous. En tous les cas, merci beaucoup. Je rappelle donc que c'est gratuit. Vous pouvez aller vous aussi télécharger votre petite zone du Finistère préférée sur diffusion.chaume.fr. Yves-Marie Tanguy, peut-être connaissez-vous notre chroniqueur Sébastien Chambre. En tous les cas, lui, il a été très inspiré par le chaume. Regardez la brève de chambre. Salut! Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir demandé ce qu'était le chaume. Le chaume, ou encore chôme-du, est une abréviation du mot chômage. En breton, dit labour, ça définit une personne sans emploi qui recherche un emploi rémunéré si possible, mais c'est dur. Une personne au chôme doit se rendre à Pôle emploi pour trouver un emploi. Mais comme Pôle emploi n'a pas d'emploi pour toutes les personnes au chômage, eh bien, ils occupent leurs chômeurs avec des activités plus ou moins intéressantes et enrichissantes. Comme par exemple des formations pour rédiger un CV, ou des entretiens où on ne sait pas toujours très bien à quoi ça sert. Bon, il y en a qui veulent les faire travailler, comme en Allemagne, dans les années 30, quand ils ont construit leurs autoroutes. Sébastien. Pour y mettre leur Volkswagen. Sébastien. Ces chômeurs, Sébastien. Quoi? C'est pas ce chôme-là dont il s'agit, c'est le chôme service hydrographique et océanographique de la marine.
Oui, bah c'est ce que je disais, la marine. Des gens qui font rien, qu'on occupe à faire des trucs qui servent à rien. C'est eux qui font les cartes marines, entre autres. Mais qui utilise des cartes marines de nos jours? Je veux dire, avec la hausse du niveau de la mer, ça passe partout maintenant, il n'y a plus besoin de cartes marines. En plus de ça, la plupart des marins, ils conduisent des Volkswagen, comme par hasard. Allez, n'oubliez pas d'être formidable. Tiens, bah. Voilà, merci beaucoup à tous les 4 d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.